Et si nos smartphones étaient nos meilleurs ennemis ? La technologie empiète-t-elle sur nos vies, au point de nous rendre moins intelligents et moins sociaux ? Aucun débat public sur la question n'a émergé sur la scène mondiale, si ce n'est que quelques-uns au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux, avec plusieurs scandales, dont le scandale Cambridge Analytica. Alors à quand un débat ? Comment réguler l'utilisation de nos technologies ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce mardi 31 mai 2022, je vous propose de parler d'un ouvrage qui nous parle du côté sombre de l'utilisation de la technologie avec un auteur, Diego Hidalgo. Diego Hidalgo de Meuzois, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de cet ouvrage, Anesthésié, l'humanité sous l'emprise de la technologie. Est-ce que nous sommes tous anesthésiés par nos écrans ? Déjà, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le monde court à sa perte avec les technologies dont nous disposons ? Alors, j'aime pas être trop sensationnaliste et utiliser des arguments qui meneraient à dire qu'on est tous tout le temps anesthésiés et que c'est la fin du monde. Mais je pense qu'on est face à un phénomène très préoccupant. C'est pas juste les écrans. Parfois, on utilise, on pense seulement aux écrans qui sont une grande partie de la technologie d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment, je pense, un ensemble d'applications et de dispositifs dans lesquels on baigne et nos vies, on les livre de plus en plus, en effet, à ces outils technologiques. Et dans Anesthésié, j'essaye d'expliquer pourquoi on est de plus en plus en fait utilisé par elles davantage que nous les utilisons. Moi, j'ai rien contre la technologie quand c'est l'humain qui s'en sert pour remplir un objectif dont il a décidé lui-même. Mais je pense qu'hélas, dans le paradigme qui prédomine dans la technologie d'aujourd'hui, on est de plus en plus, comme je disais, utilisé par la technologie plutôt que l'on l'utilise nous. C'est pour ça que j'utilise cette métaphore de l'anesthésie, parce que je pense que nous sommes en effet en grande partie anesthésiés. Et est-ce que nous sommes tous ? Alors, je pense que ce serait un danger de penser, par exemple, que ce sont seulement les adolescents, les jeunes publics qui sont les victimes de ça, parce que je pense qu'en effet, on est tous plus ou moins anesthésiés. En tout cas, on court tous le risque de l'être. Alors par exemple, je l'ai pas sur moi là en ce moment, mais si je devais prendre mon smartphone, je sais que vous n'avez pas de smartphone, mais c'est peut-être l'objet qu'on utilise de plus souvent dans notre vie quotidienne, 4 heures, 5 heures, 6 heures, parfois 7 heures par jour. Quels sont les dangers selon vous d'un smartphone ? Alors, déjà, c'est vrai que les smartphones, on les utilise de plus en plus. On les utilise pas forcément 4, 5, 6 heures de suite. Mais en fait, en 2019, par exemple, un Américain moyen utilisait son smartphone 53 fois par jour. Un chiffre qui a sans doute augmenté depuis. Et les dangers, en fait, sont à différents niveaux. Je dirais qu'il y a un premier danger qui est que on délègue de plus en plus de facultés mentales, de facultés cognitives, des choses qu'on faisait par nous-mêmes, par exemple, comme retenir des choses, comme la mémoire, l'orientation. Tout ça, on le délègue de plus en plus à quelque chose qui nous accompagne tout le temps. On devient de plus en plus dépendant. C'est une espèce de béquille mentale sans laquelle on ne sait plus réfléchir. Le QI qui augmentait de chaque décennie depuis qu'il y a des mesures disponibles du QI. Ça, c'était l'effet de Flynn qui décrivait qu'on devenait, entre guillemets, de plus en plus intelligent, même s'il faut se méfier du QI comme mesure unique de l'intelligence. Et ben, on voit que depuis, ça fait une quinzaine d'années, il diminue. Alors, il peut y avoir d'autres facteurs. Je dis pas que c'est seulement la technologie, mais les experts sont assez d'accord pour dire que la technologie joue un rôle énorme là-dedans. Et en fait, on voit que ce ne sont pas seulement nos facultés uniques, comme je disais, la mémoire, l'orientation. C'est une façon de penser, en fait, qu'on délègue de plus en plus au smartphone. Et par exemple, il y a un ami de Steve Jobs qui s'appelait Douglas Tompkins qui disait que qu'il accusait donc Steve Jobs son ami d'avoir créé des machines à désapprendre, des de-skilling devices en anglais. Et on voit comment, je pense, en plus, ce ne sont pas seulement ces facultés précises, mais notre façon de penser en général, qui fait que souvent, on arrête de penser, en fait, quand on sollicite la machine pour penser à notre place. Et d'ailleurs, il y a des études qui prouvent qu'on rentre dans un monde de plus en plus bipolaire au niveau politique, à cause des réseaux sociaux, par exemple. Bipolaire dans le sens Chine-États-Unis ou dans le sens Non, dans le sens gauche-droite, on va plus vers l'extrême droite et l'extrême gauche de plus en plus. Oui, alors ça, je disais. Les grandes nations vont dans ce sens-là. Oui, alors là, j'ai essayé de répondre plus sur le smartphone, mais en effet, bon, ça c'est peut-être un autre versant qui est que, en effet, on devient de plus en plus en fait les objets, notamment des réseaux sociaux, qui nous poussent dans un sens, qui nous catégorisent, qui nous font voir un certain type de contenu alors qu'on a l'impression qu'on navigue dans un océan d'informations où on a accès à tout. Et en fait, on voit
comme vous le dites, plein de processus de polarisation politique qui sont pas venus de rien. Et en fait, que ce soit en Europe, aux États-Unis, dans des phénomènes comme le Brexit, on voit comment les personnes ont été manipulées par la technologie. Les informations fausses, par exemple, circulent à peu près 5 fois plus vite, ou 6 fois plus vite d'ailleurs, selon une étude du MIT, sur Twitter, que des informations véridiques. Parce qu'en fait, plus on voit une nouvelle, plus on a l'impression qu'elle est vraie. Donc en plus, les gens sont convaincus. Et surtout, le modèle économique des grandes plateformes repose non pas sur le bien ou l'utilité qu'elles peuvent avoir pour nous, mais sur le temps qu'on passe derrière elles. Et du coup, plus un contenu va générer des émotions vives, comme la rage, la colère, par exemple, ou le rire, plus elles vont être partagées parce que les algorithmes vont les mettre en avant. Et du coup, il y a plein de dynamiques, en fait, donc, que je tente de décrire en détail dans Anesthésié, qui sont vraiment préoccupantes. Donc, certaines, je pense qu'on les connaît à peu près, mais on n'en est pas vraiment conscient, ou on veut pas y croire, ou on comprend pas les ressorts exacts qu'il y a derrière. Et c'est ce que j'essaye de révéler un peu dans le livre. Et dans cet ouvrage, vous faites part de trois états, 3 âges d'état de connexion finalement qui nous occupent aujourd'hui. L'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet écosystème qui nous entoure aujourd'hui? Alors en fait, ce qui sert un peu de toile de fond à Anesthésié, c'est cette théorie ou ce petit modèle des 3 âges de la technologie numérique. Et comme vous disiez, il y a l'âge de la technologie solide, liquide et gazeuse. Et la technologie solide, c'est celle qui est en fait symbolisée par le paradigme, c'était l'ordinateur personnel qu'on peut allumer quand on veut s'en servir, on peut l'éteindre quand on veut arrêter de s'en servir. Et en fait, le rapport qu'on a à un ordinateur est assez conscient, c'est-à-dire on décide de s'en servir et on s'en sert quand on en a besoin. Et en fait, ça ressemble un peu au rapport qu'on a au solide, c'est-à-dire un solide, il a un volume et une forme propre. Je peux le prendre dans ma main, je peux m'en éloigner, m'en approcher selon l'envie que j'en ai ou l'utilisation que je vais en faire. Donc, je suis assez maître. Voilà, je suis assez maître de la technologie que j'utilise. Les liquides, on voit qu'on les contrôle moins. Théoriquement, on peut les embouteiller, les encapsuler, mais si je lâche un liquide sur une superficie, on voit qu'il va... je le contrôle pas, il s'étend, il s'éparpille sans que je puisse le maîtriser. Et en plus, si on pense par exemple au fait de boire, c'est quelque chose qui se reproduit bien plus de fois par jour que le fait de manger. Et c'est un acte moins conscient. Si je demande à quelqu'un ce qu'il fait et que cette personne est en train de manger, il va probablement me répondre « je suis en train de manger ». Donc ça définit le moment dans lequel il se trouve. Tandis que si on boit, si je suis en train de boire, je vais peut-être pas répondre à la personne « bonjour, je suis en train de boire ». Eh bien, en fait, l'utilisation qu'on fait des smartphones, je disais tout à l'heure 53 fois par jour en 2019 aux États-Unis, ressemble beaucoup plus, disons, au fait de boire. Ça définit moins le moment dans lequel on est. Et théoriquement, c'est moi qui décide de prendre mon smartphone. Enfin, c'est pas moi parce que moi j'en ai pas. Mais si j'en avais un, c'est moi qui déciderais de le prendre. Mais en fait, on voit que c'est beaucoup plus lui déjà qui s'impose bien plus souvent à nous que vraiment un rapport conscient qu'on maintiendrait avec lui. Donc ça, c'est la technologie liquide. Je dis symboliquement qu'elle commence en 2007 parce que c'est l'âge de sortie l'année de sortie du premier smartphone. Et là, autour de l'année 2022, la technologie, telle que je l'écris, devient de plus en plus gazeuse. C'est-à-dire ? Alors les gaz, ça nous entoure. En général, ça n'a pas de couleur. On sait pas on pense pas, on n'est pas conscient du fait qu'ils nous entourent, mais en fait, on les respire sans que ce soit un acte conscient. Et les paradigmes de la technologie gazeuse, ça pourrait être les enceintes connectées qui connectent une maison ou une salle entière sans qu'on en soit conscient. C'est la technologie wearable, portable, comme les montres connectées, ou tous ces objets en fait miniaturisés qu'on ne voit même plus, ou qui sont extrêmement discrets, mais qui font que nous sommes connectés de façon permanente. Et sans doute, cette technologie implantable qu'on nous annonce, donc qui viendrait se greffer dans notre propre cerveau ou qui ferait partie de notre corps, qui serait une technologie qui, par définition, pourrait pas s'allumer et s'éteindre. Et en fait, ce petit modèle, ce qui vient illustrer, c'est justement notre perte de contrôle dans notre propre rapport à la technologie. Mais cette perte de contrôle, elle est orchestrée. C'est pas juste un acte, un fait, c'est pas par hasard, disons. Et du coup, je démontre comment, en plus, cette disparition du bouton off de la plupart de nos dispositifs, ou en tout cas le fait qu'il soit tombé en désuétude, nous a en fait enlevé du pouvoir. On est de moins en moins dans une relation où on peut maîtriser nous-mêmes la technologie qu'on utilise. Cette perte de pouvoir de l'humanité face à la technologie, vous avez dit à l'instant, elle est orchestrée. Est-ce qu'elle est orchestrée de manière involontaire
ou est-ce qu'elle est orchestrée de manière volontaire selon vous? Alors, dans le livre, j'essaie pas de personnaliser à l'extrême en disant c'est la faute à Monsieur Zuckerberg ou c'est la faute ou les gouvernements. Enfin, je rentre pas dans des théories de la conspiration. Je pense qu'il y a plein de logiques qui dépassent complètement les individus qui sont en jeu. Je pense par exemple que Facebook, qui est sans doute à l'origine de plein de méfaits que je décris dans le livre, mais je pense pas que ce soit le fruit d'un plan diabolique, conscient et prémédité. Mais oui, je pense qu'il y a une grande partie de l'industrie, une industrie qui génère quand même un chiffre d'affaires et des bénéfices pratiquement tels qu'on les a pas connus dans l'histoire. Et je pense que oui, il y a un plan marqué de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme de la surveillance. Il y a une auteure américaine une autrice qui s'appelle Shoshana Zuboff qui parle de capitalisme de la surveillance. Je pense que c'est un concept qui nous aide bien à comprendre comment toute une industrie, par exemple, a fait usage de nos données d'une façon où on s'est vu vraiment dérober toutes nos données. Elles sont utilisées à outrance et on pourrait dire mais en fait quel est le problème des données, parce qu'on en parle beaucoup des données personnelles sans comprendre vraiment ce qu'il y a derrière. Et en fait il faut vraiment comprendre que nos données c'est notre liberté, dans le sens où en prenant toutes nos données, en faisant utilisation de toutes nos données, et encore une fois la captation de nos données va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, on peut dresser un profil cognitif, on peut savoir en fait comment vous ou comment n'importe quel individu fonctionne dans son cerveau, et notamment on peut comprendre ses fragilités cognitives. Ces fragilités cognitives, c'est un terme un peu savant pour dire en fait les petites failles que chacun d'entre nous avons, qui vont faire que si je les connais à la perfection, je vais savoir à quel moment et de quelle façon je peux rentrer dans votre cerveau, dans votre façon de penser, en contournant la partie rationnelle que chacun de nous avons et qui nous permet d'avoir une espèce de bouclier de discernement et donc en fait si j'accède directement à votre cerveau le plus impulsif, vous avez plus d'autocontrôle et vous allez forcément acheter ce que je vais vous mettre devant vous, de ce que je vais vous livrer. Je vais pouvoir vous vendre des idéologies, des produits, des services, des discours de tout type. Et en fait je pense que dans ce sens-là, pour revenir à votre question, oui, il y a quand même toute une industrie qui vit de ces mécanismes quand même extrêmement préoccupants, qui en fait nous rendent moins libres, tout simplement, et qui est devenu addict à nos données et à cette espèce d'asservissement duquel il tire autant de bénéfices. Alors, on va pas tout dire ce qu'il y a dans le bouquin, mais s'il y avait une solution à mettre d'urgence en place, que ce soit à titre individuel ou que ce soit au niveau politique, ça serait laquelle, selon vous, la plus urgente? Alors, je dirais que, en fait, que ce soit au niveau individuel ou politique, ce qu'on doit faire, c'est réinventer ce bouton off. Parce que si la technologie était allumable et éteignable à souhait, selon notre propre volonté, à ce moment-là, je pense qu'il n'y aurait pas autant de problèmes. Je pense qu'on serait dans un rapport plus conscient et où ce serait vraiment l'humain qui serait le chef, qui dominerait la technologie qu'il utilise. Et du coup, ça, au niveau individuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réinventer des barrières entre la technologie et nous, entre tous ces dispositifs que nous utilisons et nous-mêmes, justement, pour pas que ce soit eux qui nous utilisent et que ce soit l'humain qui soit au centre de ça. Ça veut dire quoi, les barrières? Ça veut dire, par exemple, des barrières physiques. Ça veut dire éloigner, si je parle de, par exemple, mon smartphone, le cantonner dans ma maison, dans mon appartement, à des lieux particuliers, l'enchaîner un peu pour pas que ce soit lui qui nous enchaîne, on va dire, par exemple, ne pas le faire rentrer dans la chambre à coucher, par exemple, etc. Ça peut être aussi des barrières temporelles, ne pas être tout le temps, avoir des moments vraiment libres de connexion, ou situationnels. Ça peut être par exemple pendant les repas ou quand je suis avec une personne, un ami en train de prendre un café, ne pas prendre son téléphone constamment ou juste le maintenir à l'écart. Et ça peut être des barrières par âge. Quand on parle d'éducation, parce que c'est pas du tout, on n'a pas les mêmes armes neurologiques, notamment pour avoir le pouvoir sur la technologie quand on a 6 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans ou 30 ans. Et au niveau politique, je pense qu'on doit aussi protéger l'humain, justement, parce qu'en fait, c'est une bataille tellement asymétrique que je sais très bien qu'on va pas pouvoir la régler juste au niveau individuel. C'est-à-dire, ces outils sont tellement puissants et ont un tel pouvoir sur nous que c'est très difficile de mettre en place ce que je viens de dire avant de façon effective. Et donc, je pense que l'État ou par exemple l'Union européenne, si on pense à l'Europe, ou en tout cas au niveau politique, on doit justement protéger l'humain
et faire en sorte que ils puissent pas se faire envahir par la technologie. Je pense qu'on doit, si je dois prendre juste une mesure politique, interdire. Je dis pas réguler, je dis interdire. Il y a des personnes qui sont pas si radicales que ça, qui seraient d'accord avec ça. Interdire les modèles, les business models, les modèles d'affaires qui justement reposent sur des dynamiques liberticides qui en fait vendent des petits bouts de notre liberté sur un marché comme si on vendait un autre bien ou service et grâce à toutes les données qui captent sur nous. Donc je pense que ça par exemple ce sont des modèles qui en l'occurrence sont les modèles de Facebook et Google qui devraient être tout simplement interdits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.